Bonjour mes amis, je suis en possession d'un sondage, étude très intéressant. Il a été fait par l'Institut Ipsos en France pour les magazines La Croix, Le Pèlerin. Alors, c'est une étude qui a sa méthode, qui vaut ce qu'elle vaut, mais son but c'est d'essayer de voir, selon les confessions des uns et des autres en France, qui a voté quoi. Qui a voté quoi et qui a voté, qui n'a pas voté. Donc, on va essayer de voir quelque chose, on va essayer d'analyser ces chiffres ensemble. Il n'y a rien de compliqué et on va essayer de voir qui a voté. Par exemple, si on regarde par rapport au nombre d'inscrits, on a à peu près, grosso modo, 72% des inscrits qui ont voté. Et on a par exemple les catholiques. Alors, si je prends les catholiques, ils ont voté à 79%. Ça veut dire que le fait d'être catholique est un marqueur d'implication dans la vie électorale. Ça veut dire qu'un catholique a tendance à voter plus que les autres. Parce que si je regarde les 100 religions, ils sont 66% seulement à voter. 2 tiers à voter, grosso modo, et 1 tiers n'a pas voté. Alors que les catholiques, ils sont pratiquement à 80% de gens qui ont voté. Les protestants, 70%. Légèrement en dessous de la moyenne nationale. Les musulmans, 58%. En termes d'abstention, c'est le groupe qui s'abstient le plus. Ils sont seulement 58% à voter. Et c'est là où on va retrouver le chiffre le plus bas, on va dire, de participation. Donc il y a une relation claire, une relation entre les deux appartenants. Donc maintenant, si on considère le deuxième tour de l'élection, on a, sur le plan national, on a Macron 58%, Marine Le Pen 42%. Alors comment les uns et les autres ont exprimé ce suffrage? Alors regardons tout d'abord le total des catholiques. Alors catholiques, pratiquants ou pas, on a une catégorie pour tout le monde, les catholiques en général. Alors les catholiques ont voté 55% pour Macron, 45% pour Marine Le Pen. Donc on a les catholiques, on va dire, qui sont pratiquement, dans leur façon de voter, ils sont moitié-moitié. La moitié vote pour Macron, la moitié vote pour Marine Le Pen, et avec un léger penchant vers Macron, mais un penchant extrêmement léger, tenant compte effectivement de la méthodologie de l'étude, qui quand même peut-être à plus ou moins quelques pourcents. Donc grosso modo, les catholiques votent. Alors il y a une vectorisation extrêmement légère, donc ils sont légèrement pro-Macron, mais ça ne va pas très loin. À la rigueur, peut-être qu'ils compensent cette légère vectorisation par une sur-implication dans le processus de vote, donc ils ne s'abstiennent pas. Mais je vais vous dire comme ça, en termes simples, le vote catholique ne va pas changer une élection. Tout simplement parce que la moitié vote dans un sens et l'autre moitié dans l'autre sens. De sorte qu'ils s'annulent à peu de choses près, ils s'annulent l'un l'autre. Donc c'est une démographie, voilà, qui ne va pas changer l'élection. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, je vais dire que vu que il n'y a pas vraiment on peut même aller très loin, on peut même soutenir la thèse qu'il n'y a pas de relation entre le fait d'être catholique et pour qui on vote. Parce que c'est à peu près 50-50 quand vous regardez. C'est pratiquement comme si je disais, je prends les gens qui aiment la pizza aux champignons et les gens qui détestent la pizza aux champignons. Je les mets dans un tableau et après je compare leur opinion politique. Et je vais trouver que la moitié d'entre eux votent pour Marine Le Pen, l'autre moitié pour Macron. Et pourquoi? C'est que tout simplement, il n'y a pas de rapport entre la relation à la pizza aux champignons et la politique. Vous voyez? Donc, le fait d'être catholique, c'est presque du niveau pizza aux champignons, malgré une légère vectorisation, comme on peut le voir. Donc, malgré un léger penchant pour Macron. Donc, si on va chez les 100 religions, par exemple, on va trouver que 59% d'entre eux ont voté Macron et 41% pour Marine Le Pen. Donc, ceux-là, ils sont pratiquement dans la moyenne nationale. Si vous regardez, ils sont très proches. Ça à peu de choses près, 1% près, dans la moyenne nationale. Ils sont, voilà, même s'il y a une vectorisation claire envers Macron, ils sont dans la moyenne nationale.
les protestants, 65% pour Macron, 35% pour Marine Le Pen. Donc ceux-là, les protestants, votent plus pour Macron, ont voté plus pour Macron que la moyenne nationale. Okay, et alors là où ça va réellement être hyper vectorisé, là où on va voir une direction extrêmement forte, c'est sur le vote musulman. Et alors là, le chiffre, tenez-vous bien, 85% des musulmans ont voté pour Macron. Et puis seulement 15% pour Marine Le Pen. Alors, ceci va nous montrer que c'est un vote aujourd'hui qui est dans ce qu'on appelle une situation d'arbitrage. Ça, c'est clairement, si vous regardez ça, d'accord, ce 85% n'est pas un vote d'adhésion, est un vote, parce que c'est pas, j'ai parlé à beaucoup de musulmans sur les 5 dernières années, je crois que sur les 5 dernières années, j'ai pas entendu un seul musulman me dire du bien de Macron. Donc ça ne veut pas dire que les musulmans sont pro-Macron à 85%. C'est comme ceux qui ont voté Marine Le Pen. C'est pas que 42% des Français sont pro-Marine Le Pen. Non, probablement 42% des Français, il y a là-dedans énormément qui ont voté Marine Le Pen par rejet pour Macron. Comme il y a beaucoup qui ont voté Macron par rejet de Marine Le Pen. Mais l'équilibre s'est fait en faveur de Macron. Hein. C'est ça, c'est des forces. En réalité, c'est des forces qui vont dans tous les sens. Et puis ça s'équilibre quelque part. Donc les musulmans ne sont pas à 85% pro-Macron. Alors, il y en a là-dedans qui sont pro-Macron. Mais c'est un vote d'arbitrage. C'est un vote plus contre elle que pour Macron. Voyez-vous? Donc le problème du vote d'arbitrage aujourd'hui, c'est qu'il va poser la question, comme la pose Bernard Lugan avec beaucoup de talent sur des pays africains, c'est que on a ce qu'on appelle une ethno-mathématique. Ça veut dire que réellement, cet arbitrage-là est aujourd'hui incontournable des élections françaises. Donc on a cet arbitrage qui fait que tout candidat ou candidate qui se met sur le dos le camp musulman n'a aucune chance de passer. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire que la seule façon de casser cet arbitrage, la seule façon d'éviter d'aller vers cet arbitrage, c'est tout simplement créer une relation neutre entre les musulmans et l'élection présidentielle. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, si chaque élection présidentielle va se transformer en référendum pour ou contre le droit des musulmans d'exister en France, effectivement, à chaque fois, ils vont se sentir agressés par l'élection présidentielle, et puis ils vont avoir tendance donc à jouer leur carte d'arbitrage et donc se protéger. Hein, c'est pareil, hein, chaque électeur, qu'il soit de gauche, de droite, de Macron, de Zemmour, de Mélenchon ou autre, chaque électeur, en réalité, est en train de voter en pensant à sa famille, en pensant à lui-même, en pensant à ses intérêts, quels que soient ses intérêts. Hein, pour certains, le danger, c'est le réchauffement climatique, pour d'autres, c'est le chômage, pour d'autres, c'est l'Union européenne, pour d'autres, c'est l'immigration, pour d'autres, c'est le musulman. Donc chacun va voter en fonction de ses intérêts. Et les musulmans votent aussi, en fonction de leurs intérêts tels qu'ils les perçoivent. Donc, c'est pour ça que j'étais extrêmement fâché quand, par exemple, Zemmour, quand il avait commencé à épouser une ligne extrême droite très dure, qui n'allait rassembler personne, qui n'allait pas rassembler les droites, mais qui allait rassembler les extrêmes droites, et ça pèse 5%, cette niche-là. Et d'ailleurs, le résultat l'a prouvé. J'étais très fâché quand Marine Le Pen, et celle-là, elle s'est grillée, je pense qu'elle s'est grillée à vie, hein. Je ne pense pas qu'il y ait un retour de ce qu'elle a fait, je ne pense pas qu'elle pourra revenir de ça. Il faut être honnête là-dessus. Quand elle est partie, en plein débat vu par toute la nation, elle commence à dire, oui, je vais interdire le voile dans la rue, machin. Ça n'a aucun sens. Elle va se braquer 85% des musulmans. Ça ne veut pas dire que 85% approuvent le voile. Je ne suis même pas sûr que 85% des musulmanes portent le voile en France. Okay, mais alors pourquoi 85% votent
plus contre elle qu'autre chose. Parce qu'au départ, si on regarde les statistiques de la participation, elles sont pas très élevées. Hein. C'est pas une population qui sont particulièrement excitée par l'élection présidentielle. Sauf que ceux qui participent, ils vont en se disant, je vais me protéger contre des attaques. D'accord ? C'est pour ça que c'était une faute gravissime. Parce que quand on est président, on est président de tout le monde. On n'est pas en train d'être élu pour être le ministre de l'Intérieur, ou d'être le super flic de la nation, ou d'être le shérif de la nation. On est élu pour être le président de tout le monde. Alors si on commence à partir dans ces directions-là, on va juste s'aliéner une partie de l'électorat. Bon. La suite. Il y a une suite à tout ça. La suite, c'est que cet électorat ne va probablement pas rester constamment dans une logique d'arbitrage. Alors oui, aujourd'hui, il est dans une logique d'arbitrage, très fort, très net, mais au fur et à mesure des années, c'est un électorat qui va probablement pouvoir présenter sa propre alternative politique. Et c'est ça que je vous disais, le risque. Le risque, c'est qu'on continue comme ça. Un jour, il peut y avoir un Erdogan qui arrive aux élections, et puis il passera. D'accord ? Vous voyez ? Avec le vote musulman et le vote gauchiste, et 2-3 journaux, et puis il passe. Okay ? C'est ça, en fait, que beaucoup ne veulent pas comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'aime bien faire du vélo. D'accord ? Je veux pas tomber de vélo. Je veux pas ça. J'aime pas tomber de vélo. Par contre, si je sens que je suis en train de tomber de vélo, si je sens que le vélo est à 60 degrés, il va tomber. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ben, on essaie de bien tomber. On essaie d'amortir la chute. On va pas dire, non, moi je veux pas tomber, et puis on se raidit sur sa selle et sur son guidon, puis on tombe et on se casse la gueule plus méchamment qu'autrement, que si on avait accepté la chute. Aujourd'hui, il y a une chute. Il faut l'admettre, mes amis. Il y a une chute. Cette chute ne date pas d'hier. Cette chute s'est construite sur des décennies. Ça fait depuis les années 70 que la France fait des choix. Et c'est pas nécessairement... Il y a des gens qui sont là, qui écoutent cette vidéo, n'étaient peut-être même pas nés à cette époque. Sauf que c'est des choix qui ont été faits, et progressivement, on a leurs résultats aujourd'hui. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Et à partir de là, il faut trouver une solution. Voilà. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il faut trouver un nationalisme de substitution, un nationalisme de valeur. Okay ? Un nationalisme de valeur, pas un nationalisme basé sur l'ethnie, ou la blancheur, ou la couleur des yeux, ou la religion, ou la préférence ou non du saucisson et du pinard. Honnêtement, je suis très sérieux avec vous, mes amis. C'est soit ça, soit vous finissez sous un Erdogan. Ça veut dire que la situation que vous avez aujourd'hui, ça me rappelle les histoires avec les Israéliens et les Arabes dans les années 40, 50, 60, où chaque fois, les Israéliens qui étaient en position de faiblesse à l'époque disaient, bon, on est prêt à partager, bon, on voulait la moitié de Jérusalem, frontière, non, on veut tout. Les Israéliens, à chaque fois, on voulait partager. Non, on veut tout, on fait la guerre, et puis on nettoie, il n'y a pas un seul juif sur cette terre, et puis vous partez tous, et voilà, et puis c'est réglé. Vous voyez les plans simples, hein, n'est-ce pas ? Plans simples. Ben voilà, regardez où ils en sont maintenant. D'accord ? Les frontières que les Israéliens offraient il y a 40 ans, ils seraient trop heureux de les avoir aujourd'hui. Ce que je cherche à vous dire aujourd'hui, où est-ce que vous allez mettre la frontière ? D'accord ? Le jour où vous vous retrouverez avec un Erdogan à la tête de la France, vous serez très content. Vous serez très content de revenir aujourd'hui, et que votre problème soit de temps en temps un voile sur un burkini, ou un voile sur une plage, ou un chauffeur de bus radicalisé, ou un plateau halal dans une cantine d'entreprise. Franchement, vous regretteriez cette époque-là, d'accord, que nous vivons aujourd'hui. Mettez la frontière quelque part, faites la part du feu. Faites la part du feu. Je suis désolé, je suis extrêmement pragmatique, mais l'électorat n'est pas prêt à suivre autre chose, c'est fini. Franchement, je suis très sincère avec vous. Une proposition de telle que Zemmour ou du Rassemblement National, prise telle qu'elle, ne sont pas passées en 2000, pour celle du Rassemblement National n'est pas passée, même en 2002, elle ne passait pas. Mais aujourd'hui, avec un retournement démographique extrêmement puissant et extrêmement documenté, c'est la cata. C'est même pas la cata d'aujourd'hui, c'est la cata de demain qui m'intéresse. Moi, les catastrophes passées, ça m'intéresse pas. Hein, c'est pas que ça m'intéresse pas, on peut en tirer des leçons, mais ça va pas, on va pas prendre le Titanic et il refait surface, et puis la musique commence à rejouer, et puis il part sur les vagues. Combien même nous le voudrions. C'est pas possible. Alors, le truc, c'est essayer de voir
Comment aujourd'hui transformer la chose? Comment aujourd'hui se retransformer? Tant que... Parce que... Et c'est quoi aussi le... C'est quoi aussi le combat? On lutte contre quoi? On peut pas lutter. Je vais être clair. On peut pas lutter contre l'OMS, l'OTAN, les projets de Biden, les projets des UEF, les projets des milliardaires farfelus américains qui ont pratiquement aujourd'hui des pays entiers entre leurs mains. Hein, parce qu'on est dans un monde où tout se vend, tout s'achète et ils ont l'argent, donc clairement ils peuvent tout acheter. Et on lutte en même temps contre le halal dans les cantines et contre le voile. Il faut vraiment choisir. C'est clair. Ne pas choisir, c'est tout perdre. Choisir de lutter contre tout, c'est tout perdre. C'est clair et net, comme l'eau de roche. Je vous disais en 2019 que votre président serait Macron. D'accord? En 2019, je vais vous mettre le descriptif de la vidéo ici. Vous allez trouver un extrait que j'ai mis sur Twitter. En 2019, je vous disais que votre président serait Macron. Quelques jours avant les élections, je pariais avec un ami, 42% pour Marine Le Pen, 58% pour Macron. J'ai gagné 50 € avec lui. Il va m'inviter à manger. D'accord? C'est-à-dire que il y a des gens qui me disent, oui, tu arrives bien à prévoir. Je ne sais pas que j'arrive à bien prévoir. Depuis l'extérieur, votre politique est extrêmement prévisible. Donc quand je vous dis que vous allez avoir un Erdogan dans 10 ans, croyez-moi, c'est vraiment là où vous allez. C'est pas que... Il y a des gens qui disent, oui, tu veux la compromission, etc. Je veux t'éviter un Erdogan dans 10 ans. Il y a moyen de l'éviter maintenant. Les combats du passé ne servent à rien. On peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en 97 ou 85 ou encore moins en 74. Ce qu'on peut faire, c'est à partir de maintenant, essayer de transformer le combat, essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour éviter le prochain Erdogan. Voilà ce que je suis en train de dire. Ok. C'est... je sais pas. Je sais pas. Ça fait 10 ans. 10 ans que je préviens et tout ça et que j'informe. Bien sûr, beaucoup de gens ont capté le message, beaucoup de gens ont été informés, pas que par moi et d'autres qui font du travail absolument extraordinaire, d'information, de réinformation, de sensibilisation, tout ça. Sauf que malheureusement, on ne peut pas toucher la majorité des gens. Hein. On est juste entre nous, hein. On est dans un petit groupe là, hein. On pèse rien, hein, quelque part. Hein. On parle à plein de monde et tout ça, mais au fond, quand on arrive devant la broyeuse des élections, je peux vous dire que si aujourd'hui il n'y a pas un nouveau nationalisme de valeur qui est créé, moi je peux vous garantir, vous ressemblez à la Turquie en 2035. Hein. D'accord? Vraiment. Okay. Enfin, mes amis, ce serait pas si mal que ça quelque part. Hein. Vous pouvez soit ressembler à la Turquie, soit vous pouvez ressembler à Hiroshima hein, en 2035. Hein. C'est vous qui choisissez, hein, parce que la vitesse à laquelle ça va, hein, parce que vous avez affaire à des malfaisants. Hein. Je veux dire, c'est aujourd'hui les dangers sont beaucoup plus élevés qu'avant. Avant, on avait peur du Bataclan, on avait peur d'un camion fou, on avait peur d'un couteau fou. Aujourd'hui, on a peur de la bombe atomique folle. Hein, c'est plus la même dimension. Hein, d'accord? Donc, les menaces ne sont plus les mêmes. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai changé complètement de discours. Je suis complètement dans une autre logique aujourd'hui. Je suis dans une logique de faire la part du feu. Cette partie-là, c'est fini, c'est fini. Mais ça ne m'intéresse plus. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste et ce qui est possible de sauver dans le futur. Voilà. Enfin, j'espère que je me fais comprendre, mais j'ai l'impression que voilà, c'est deux côtés de la Manche. On n'a pas la même vision de la politique. Hein. Il y a peut-être un peu trop de romantisme de par chez vous. Voilà, mes amis. Allez, à très bientôt et je reviens dans une autre vidéo.